Siècle 2024, Leader Talk, et je reçois aujourd'hui Jacques Herman, directeur général du groupe Altarea. Jacques Herman, bonjour. Bonjour Gaël. On va parler un petit peu de l'actualité du groupe Altarea en général, avec bien évidemment une petite focale commerce, et puis on regardera les marchés immobiliers avant que tu nous parles un peu de ta conviction et qu'on revienne peut-être sur le thème central du siècle, la transformation urbaine. Tout d'abord, comment se porte le groupe Altarea? Quel est un peu l'impact de la crise sur l'activité du groupe? On a connu une année 2023 très difficile puisqu'on a été frappé de plein fouet par la crise du logement. On en dira un petit mot, même si ce n'est pas forcément le sujet principal quand on est au siècle. Et donc nous, on a décidé sur l'année 2023 de passer dans les comptes toutes les mauvaises nouvelles. Donc on a provisionné 450 millions d'euros de pertes et de provisions. On a sacrifié l'exercice 2023. Et donc, c'était un gros choc, mais heureusement, Altarea est une société qui a un très gros bilan, qui était solide, qui pouvait se le permettre. Et du coup, on sort de cet exercice de paille de fer sur 2023, bien mieux, bien plus en forme, même si peu de choses ont changé dans l'environnement. Voilà, donc on a toujours le commerce qui se porte bien, on va en parler. On a toujours le logement qui est en crise et le bureau qui est en crise. La logistique, c'est pas mal. Et nos activités de diversification qui sont récentes, donc qui sont en phase de montée en régime, mais pas encore très productives de résultats. Donc on en est au même point, mais on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus agile, beaucoup plus mobile, beaucoup en bien meilleure forme que si on était lesté de mauvaises nouvelles pour 2 ou 3 ans, quoi. Si on revient sur l'annus horribilis 2023, on a quand même constaté dans les résultats annuels que la foncière commerce a soutenu, en tout cas la performance et l'activité du groupe Altarea. Est-ce que tu es surpris et comment tu l'expliques? Parce qu'il y a quelques années, moi le premier, j'écrivais que c'était le retail apocalypse, que c'était la fin du retail. Alors comme on a une longue histoire en commun, tu te rappelles aussi que j'ai jamais partagé cet avis. C'est vrai. Et que j'ai toujours professé un peu partout, autant que je pouvais être crédible, que non, c'était pas la fin du retail physique, que c'était peut-être un nouveau modèle hybride, et que tôt ou tard, les clients voteraient avec leurs pieds et décideraient quel est le meilleur modèle. Alors ça s'est fait de manière totalement imprévue. C'est-à-dire qu'il a fallu l'énorme choc sur le commerce physique qu'a été le Covid et les fermetures physiques de magasins pour qu'il se produise quelque chose dans la tête des clients et qu'ils reviennent assez massivement dans les centres commerciaux et dans le commerce physique. Et on voit depuis maintenant 15-18 mois le e-commerce en négatif et le commerce physique en bonne forme, surtout que l'offre de commerce est stable puisqu'on ne construit plus de nouveaux centres commerciaux. Et donc il suffit de très peu de demandes des enseignes et d'un bon niveau de chiffre d'affaires pour soutenir finalement le modèle économique du commerce physique. Donc moi, je n'ai pas été surpris. Et en effet, en 2023 et encore en 2024, et j'espère pour un bon moment, la foncière commerce, la partie foncière commerce d'Altarea, étant en pleine santé, tire nos résultats, a des très bonnes performances avec des chiffres d'affaires des commerçants qui sont en hausse de 7%, des taux d'occupation à 97%, des revenus locatifs en hausse de 9%, plus de problèmes d'impayés. Donc finalement, une situation assez parfaite dans laquelle la seule anomalie par rapport à l'histoire, c'est que l'offre stagne et il n'y a pas de nouveaux projets de centres commerciaux substantiels en France. Il y en a une poignée, dont ça maintient les valeurs, ça maintient l'attractivité. Avec nous, avec la gare d'Austerlitz. Mais finalement, quand le parc est constant et qu'il y a un peu de demande et de dynamique, ça met une bonne tension sur le système. Qu'est-ce que le contexte actuel dont tu disais qu'il n'a pas changé, c'est-à-dire que les taux, on a compris qu'ils allaient baisser, mais on n'est pas le 6 juin, ils n'ont toujours pas baissé. Qu'est-ce que le contexte actuel change dans la stratégie d'Altarea, une fois qu'on a passé toutes les mauvaises nouvelles en 2023 ? Alors juste, on a coutume de dire que le responsable de tout, c'est les taux.
Moi, je dis le responsable de tout, notamment dans le logement et dans le bureau, c'est toutes les bêtises qu'on a faites pendant 10 ans et qui ont été masquées par un anesthésiant qui était les taux bas et le crédit abondant. Donc, on arrête le sédatif, tout d'un coup, on a mal parce qu'on a pris plein de coups, on a fait plein de bêtises pendant 10 ans et elle remonte à la surface le jour où on arrête l'anesthésiant. Donc, c'est ça qui se passe, la normalisation des taux, hein, parce qu'ils sont normaux aujourd'hui. C'est pas le problème, c'est le catalyseur finalement, c'est une opération, un reality check sur toutes les bêtises qu'on a faites pendant une période qui a duré une dizaine d'années de crédit abondant et de crédit pas cher. Les bêtises, on les a fait que sur le logement? Non, le bureau, c'est surréaliste. Enfin, tu connais bien le bureau. Ce petit système dans lequel il y a une énorme différence entre le loyer facial et le loyer économique. Et c'est quand même très artificiel. Oui. Et cet autre petit système dans lequel on fait des profits sur la compression de taux d'année en année en refilant le mistigris. Et un jour, quelqu'un reste avec le mistigris parce que les taux arrêtent de baisser, ils montent. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'était, il y avait un côté euphorique, un côté artificiel. Je pense qu'on était sous l'emprise d'une espèce de drogue, d'anesthésiant, de sédatif, et que ça affecte beaucoup les marchés, mais pour des raisons qui ne sont pas exactement la hausse des taux. C'est plutôt la remontée à la surface de toutes ces erreurs. Je reviens un tout petit peu sur le commerce. Quelle est ta lecture du marché de l'immobilier de commerce et comment l'ancien président du CNCC, alors aujourd'hui on dit FACT, Ouais. Analyse l'évolution La Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Oui, je sais. Et je m'étais beaucoup battu avant de passer la main à Marie pour qu'on dise acteurs du commerce ou Fédération des acteurs du commerce dans les territoires et pas FACT. Parce que les acronymes, c'est pas terrible, mais malheureusement, on a fait plus facile. Hein. J'ai perdu ce combat comme d'autres et j'en ai gagné d'autres. Voilà. Mais les acronymes gagnent toujours. Bon, ta lecture du marché de l'immobilier de commerce? Je pense si on commence par les clients, hein, c'est ce qui est le plus important. Ils sont retournés en commerce physique. Ils envoient un message qu'ils en ont un peu marre d'acheter en ligne, sauf quand ils savent exactement ce qu'ils veulent. De retourner leur colis, de se faire rembourser, d'avoir acheté une taille trop grande ou une taille trop petite. Enfin, on a, je crois, maintenant équilibré. On a trouvé un équilibre dans ce commerce hybride. On achète à la fois en physique, en magasin et sur la toile, sur le net. Et je pense qu'il y a une certaine stabilisation, un certain équilibre. Et que ça, c'est intéressant parce que on peut travailler avec l'équilibre actuel. Et d'ailleurs, on travaille bien avec l'équilibre actuel. Donc, ma lecture, c'est ce truc dont on parlait de 12 ans. Est-ce que le commerce physique va mourir depuis 12 ans? Est-ce que le e-commerce va tout emporter sur... Voilà. On a la réponse. La réponse, c'est non, il ne va pas tout emporter. Oui, il va prendre une part de marché. Oui, cette part de marché va se stabiliser un jour. C'est maintenant, je pense. Et oui, on peut travailler dans ce nouveau système hybride dans des bonnes conditions quand on est dans le métier des centres commerciaux, tant que l'offre est sage. Voilà. Si après on se met à fabriquer 50 centres commerciaux par an, là il y aura de nouveau un problème. Mais on en est loin, on va en parler tout à l'heure. Oui, on en est assez loin. Je reviens un peu sur le logement, l'analyse de la situation actuelle, et puis peut-être regarder comment les initiatives gouvernementales sont-elles accueillies. Il y a une loi logement en préparation par le nouveau ministre délégué au logement. Comment c'est regardé du côté d'Altarea? Je n'ai pas complètement répondu à ta question précédente, qui était qu'est-ce que le contexte change dans la stratégie d'Altarea. Donc je fais un petit détour. Plusieurs choses. D'abord, on est très content de notre activité commerce, donc on y réinvestit. On fait des offres sur des rachats de centres commerciaux. On a notre projet d'Austerlitz qui est quand même majeur. C'est un projet de plusieurs centaines de millions au cœur de Paris de commerce, donc sur une gare qui n'est pas aussi importante que notre autre gare qui est Montparnasse ou la gare de l'Est, mais c'est un super projet. On est assez actif sur le commerce et on est assez investisseur, acheteur dans le commerce. Et l'autre chose assez majeure, c'est qu'avec cette crise, cette redistribution des cartes, on a fortement accéléré nos diversifications. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur des nouveaux métiers qui sont les énergies renouvelables, le photovoltaïque, qui sont les data centers,
qui sont l'asset management, ça c'est plus financier, qui sont la logistique et la logistique urbaine. Et l'air de rien, ça fait beaucoup de nouvelles activités à des stades divers de maturité. La logistique est déjà productive. Le reste, il faut attendre un peu. Mais voilà, notre réaction, ça a été de dire, si on est dans un cycle difficile pour le logement et le bureau, on mise de nouveau sur le commerce qui va bien et on mise, et c'est nouveau, sur des activités nouvelles en y investissant fortement. Il faut se dérisquer d'un seul actif Ça a toujours été le modèle d'Altaria d'être mutualisé entre commerce, bureau, logement. Et à l'intérieur de cette mutualisation, on peut plus ou moins faire porter l'accent sur telle ou telle de ces composantes. Et on a rajouté les activités nouvelles pour avoir une palette complète, puisque finalement la stratégie et même la vision d'Altaria et d'Altaria, c'est de transformer la ville, de tout savoir faire dans la ville. Voilà. Donc il nous manquait l'énergie renouvelable, il nous manquait les data centers, il nous manquait la logistique et on a entrepris de combler ces cases. Altaria va continuer de construire ou de produire des logements quand même. Bien sûr, mais pour être très franc, on pense en produire moins, parce qu'on pense que les conditions pour produire les 12-13 000 logements annuels qu'on sortait chaque année ne sont plus là. Et donc là, j'en viens à ton autre question. On a une crise assez profonde dans le logement. On a une crise qui touche l'offre, une crise qui touche les coûts et une crise qui touche la demande. La plus grave de toutes, c'est que tout ça va dans une direction qui est qu'on fabrique trop peu, trop cher, pour des choses qui ne collent pas exactement aux besoins des clients et qui ne peuvent pas se payer. Donc c'est assez grave. Quand on résume ça comme ça, c'est assez grave. Il y a une demande quand même. Intrinsèquement, il y a une demande qui est forte. Mais elle n'est pas toujours solvable. Oui. Elle est pour des petits appartements, pour des mensualités peu supérieures à ce que coûterait un loyer. Et ça, c'est pas ce qu'on produit ou ce qu'on a produit. On a produit trop de grands appartements, trop chers. On a une spéculation foncière, une hausse des coûts de construction avec l'Ukraine, la crise de l'énergie, etc. Les normes, il en tombe une nouvelle tous les 2 ans. À chaque fois, ça coûte 7 ou 10% de plus. Et il paraît qu'il y a un choc de simplification. C'est trop cher. Oui, tu sais, il y a une mesure que tu connais peut-être, c'est celle sur les panneaux photovoltaïques. Et la filière photovoltaïque a fait l'objet d'une simplification. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, la simplification, on est sûr que c'est simplifiant a posteriori, pas en amont. Bon, quand est-ce qu'il se réveille ça, c'est très fondamental et c'est au cœur de notre stratégie, on va en dire un mot. Il faut que les promoteurs de logements réapprennent à vendre aux particuliers et plus forcément en bloc aux institutionnels, au moins, qui vendent des produits qui correspondent pile poil aux besoins des clients et que les clients puissent se payer. Et ça, c'est une équation très compliquée. Alors, c'est quoi la recette là, que les maires et les aménageurs nous laissent produire ces objets-là qui correspondent à un besoin et n'aillent pas contre le marché en nous obligeant à produire des choses qui n'ont pas de débouché et qu'on garderait sur les bras. C'est ce qui s'est passé en 2023. Et donc, c'est une problématique très complexe. Il faut qu'on arrête de rajouter une norme. La norme actuelle qui s'appelle la RE 2020, échelon 2022, c'est la norme la plus exigeante d'Europe. Ça suffit, on peut faire une petite pause sur cette base, même si on peut viser plus haut à long terme. Et il faut surtout que le consensus sur le besoin de construire, le besoin de loger les Français se fasse. Alors tu posais une question sur le gouvernement, le ministère. Je pense qu'on a avec Guillaume Kasbarian un très bon ministre du Logement qui n'est pas du tout dans le déni, qui a complètement compris l'ampleur de la prise, qui se débat dans tous les sens pour prendre toute une série de mesures pour... multiples, parce que comme il y a plusieurs composantes à la crise, il faut prendre plein de mesures pour les juguler peu à peu. Mais après, il faut qu'ils soient soutenus. Et puis, les caisses de l'État sont vides, donc ça doit se faire sans coût budgétaire pour l'État, ce qui n'est pas facile. Et puis, mais plus fondamentalement, il faut qu'on réalise tous, et lui le réalise, et d'autres, dont moi, que loger les Français, c'est un besoin fondamental, sociétal. Être logé, c'est aussi important qu'être se nourrir, avoir un travail, être bien soigné quand on est malade, etc. Et Altaria y répond avec une nouvelle offre. Alors, voilà, on est le 23 mai, vous avez présenté hier une nouvelle offre pour les primo-accédants. Alain Taravella a annoncé hier
avant-hier et hier dans la presse le lancement d'un vrai pavé dans la mare. C'est la quadrature du cercle. Nous avons réussi sur un premier cas d'application qui est dans les Hauts-de-Seine à Villeneuve-la-Garenne à lancer une très grosse opération, il faut quand même 640 logements, où le 2 pièces, le 3 pièces peuvent être finançables pour un acquéreur au même prix, avec une mensualité qui correspond quasiment à celle du loyer qu'on payait avant dans la même ville pour le même logement, un 2 pièces ou un 3 pièces. Donc ça, c'est la quadrature du cercle. Si pour 1 000 €, qui est à peu près le prix d'un loyer de 3 pièces à Villeneuve-la-Garenne, on peut acquérir un 3 pièces tout neuf chez Altaria, ça s'appelle le programme Access. On y va. Et ne payer la mensualité que le jour où on prend possession de son appartement pour ne pas avoir un loyer plus une mensualité à payer pendant la construction du projet. Et bien là, on arrive à solvabiliser des gens qui étaient dans le locatif, qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient acquérir, des gens qui gagnent 3 000 à 4 000 € par mois pour le ménage de 2 personnes avec un enfant et qui se pensaient exclus du marché de la primo-accession, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors comment on fait? Parce que c'est l'air magique. D'abord, on valorise le foncier à un niveau raisonnable, voilà, pas la course à l'échalote des 10 dernières années. Ça veut dire qu'il faut que le maire soit d'accord. Enfin, en fait, c'est un foncier qu'on avait acquis il y a 5 ans, donc qui était pas trop cher. Voilà. D'accord. Après, on utilise tout ce qui est disponible. C'est-à-dire que Villeneuve-la-Garenne, c'est une zone où la TVA est réduite à 5,5%. Donc c'est déjà beaucoup mieux que 20%. Ça fait un gros écart de prix pour l'acheteur final. Après, on a recouru au maximum au prêt à taux zéro. Donc il y a une certaine catégorie de primo-accédants qui peuvent avoir 50% de prêt à taux zéro. Qui est complété par la banque d'une autre petite dose de taux zéro. Nous, on vient absorber les frais intercalaires pendant la construction de telle sorte que le primo-accédant n'ait rien à payer jusqu'à la livraison. Enfin, chacun y va de sa petite composante en utilisant au maximum ce qui est disponible. Et la magie, c'est qu'on a réussi aujourd'hui, où les taux sont autour de 4, ouais, à monter un des crédits dont le taux moyen pondéré sur 25 ans est de 1,5 à 2%. Donc ça change absolument tout. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça. Et puis alors après, il y a un travail, je le disais tout à l'heure, on va fabriquer que une pièce, 2 pièces et 3 pièces, pas de 4 pièces et de 5 pièces. La sociologie française est telle qu'on n'a plus besoin, pas besoin de fabriquer des 4 pièces et 5 pièces. Il y en a suffisamment. Ça, les maires, ils n'aiment pas trop. Ça, ils aiment bien les logements familiaux. Exactement, mais il n'y a pas de besoin pour ça. Donc oui. Comment peut-on aller contre le marché, contre la sociodémographie? C'est absurde, ça. Et puis par ailleurs, on a fait la chasse au coût, c'est-à-dire qu'il y a parfois dans un appartement un petit couloir de 2-3 mètres carrés qui ne sert pas à grand-chose, qu'on peut éliminer. Et donc on fabrique des logements qui sont des petites typologies, studio 2 pièces, 3 pièces, et des logements qui ont été compactés pour chasser les mètres carrés inutiles, et de telle sorte que ceci ajouté à un pricing raisonnable, plus le prêt à taux zéro, plus la TVA 5,5, permettent d'avoir un 3 pièces pour 1 000 € par mois de mensualité. Eh ben, c'est de l'ingéniosité, ça. Dernière question, parce que le temps tourne. C'est l'œuvre d'Alain Taravella qui a tout inventé, tout coordonné et tout annoncé hier. Ouais. Bon, très bien. Dernière question sur le thème central du siècle, qui est la transformation. Je voudrais juste avoir ta conviction. Est-ce que l'ancien président de la Fédération des acteurs du commerce et des territoires, qui avait un moment imaginé une sorte de prime à la casse pour refaire les entrées de ville, comment tu regardes un peu toutes les initiatives autour de la transformation urbaine? Et puis j'ai cru comprendre que Altaria, qui s'est un peu élargi dans ses palettes de métiers, entendait y jouer un rôle prépondérant. Alors oui, je pense qu'Altaria a été précurseur. Le premier grand projet de transformation, le premier projet mixte, c'était à Massy, la place du Grand Ouest. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'il a été livré. Depuis, on a fait Beson, ici les Moulineaux, et là, on a un très grand projet de 100 000 m² qui a été fait sur l'emplacement du centre commercial de Bobigny 2, qui s'appelle Bobigny Cœur de Ville, et où il y a du commerce, des bureaux, des logements, plein d'activités et de services. Donc, on est, je crois, le grand spécialiste de cette transformation urbaine.
probablement sur des grands projets et des grands sites commerciaux type hypermarché. Hein. Après, on a des collègues et concurrents qui font ça sur des sites plutôt supermarchés, donc plutôt sur des moyennes surfaces. Mais nous, on a beaucoup d'expérience sur les gros objets. Je pense qu'on est les seuls ou les plus avancés. Et voilà. Après, il se trouve que je crois être à l'origine, je crois être la personne qui a soufflé, lorsque j'étais président de la fédération, l'idée de la régénération des zones urbaines, des entrées de ville, etc. C'était en août et septembre 2020 qu'on a imaginé ça avec l'équipe de ce qui était à l'époque le CNCC, dans le cadre du plan de relance. Et puis quand Olivia Grégoire est arrivée, on a mis ça sur la table et elle a bien aimé, elle se l'est approprié et c'est fait pour ça. Tant on est mieux, très content ça que marche. ce soit approprié. Après, ça reste très compliqué. Au risque de doucher l'enthousiasme, je dirais c'est trop long, c'est trop cher, c'est trop difficile. Il y a trop de prescripteurs non payeurs autour de la table. Et pour que le mouvement soit massif et spectaculaire, il va falloir accélérer, avoir moins de prescripteurs non payeurs pour ne pas empiler les coûts dans tous les sens. Et donc, est-ce qu'il s'en fera beaucoup ? C'est trop tôt pour le dire. Il faudra une prime à la casse ou pas ? Il faudrait une prime à la casse. C'est une partie de mes idées qui n'a pas été retenue. Parce que je pense que l'équation est quand même très compliquée. Et c'est très capitalistique. Donc c'est réservé aux très gros, parce qu'il faut porter des actifs pendant longtemps. Ouais. Souvent, il faut déplacer un hypermarché sans rupture d'exploitation. Et donc on commence par dépenser avant de créer des objets qu'on peut vendre pour faire entrer de l'argent dans la caisse. Donc ça, c'est très compliqué. Et moi, je crois que pour l'instant, la complexité est telle qu'il ne va pas s'en faire des masses. Voilà. Mais j'espère me tromper. On va suivre déjà les premiers gros projets. Voilà. Jacques Herman, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Gaël. À bientôt.